launcher. Oui, monsieur. Pas de problème. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ah bah voilà. Allez, attention, bienvenue à notre émission. Et voilà, Jean-Pierre, je te Magnifique laisse la main. ce jingle, magnifique. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette cinquième édition. Je veux bien que tu remettes les slides. Cette cinquième édition de notre Club Power BI, l'émission. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas avoir vos initiales qui apparaissent à un moment ou à un autre sur l'enregistrement, vous avez un gros bouton rouge avec écrit « Quitter » en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez regarder en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, je disais numéro 5 de notre émission Club Power BI. Donc, je le rappelle, et tu peux passer sur le slide suivant, l'émission, c'est notre format mensuel court. On se donne 45 minutes grand max pour le coup, pour vous parler de l'actu et des nouveautés de Power BI, pas du Club Power BI, mais de Power BI, et un focus uniquement sur l'actualité et les nouveautés. Et vous avez vu, on a des très beaux jingles, et parce qu'on a un petit sponsoring de la part de Microsoft, on les remercie. D'ailleurs, vous avez pu voir quand vous êtes inscrit que vous pouvez dire autoriser à partager vos coordonnées avec Microsoft, puisque bien évidemment, il y a un petit échange de bons procédés dans ce sponsoring pour le coup, mais bien évidemment, ce n'est pas obligatoire non plus. Juste avant de démarrer, on ne fait pas de focus sur l'actualité du Club Power BI, mais on vous fait quand même une petite liste des prochains meet-up, pas mal de meet-up en avril avec un petit dossier retour d'expérience avec deux super invités qui viendront en présentiel chez... je crois qu'on n'a plus les slides. Oui, je sais, j'ai moi qui ai appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas mettre le slide. Je vous remets les slides tout de suite. Excusez-moi. Oui, donc le 14 avril, c'est bien en présentiel. Alors, c'est en hybride, hein, vous pouvez rester online si vous voulez, mais c'est bien en présentiel. Et il y a un formulaire en plus à noter pour pouvoir participer, venir. Ce sera dans les locaux de Microsoft. Je voulais juste partager ça. Après, on aura un dossier à Marseille avec les deux personnes qui sont nos invités du jour, l'émission du mois d'avril, un autre dossier au mois de mai. On a d'autres choses qui arrivent au mois de mai, mais il n'y avait plus de place sur le slide. Donc, on a un peu condensé les derniers. Donc, voilà pour les news. Mais on est là pour parler des news, non pas du Club Power BI, mais de Power BI, du produit, tout ce qui est arrivé. Et comme tous les mois, nous avons un ou deux invités. Aujourd'hui, nous avons deux invités qui vont commenter l'actu, qui vont nous décrypter toutes ces nouveautés. Ce sont les deux organisateurs du Club Power BI de Marseille. J'ai l'honneur d'accueillir Franck Berneron et Joël Crest. Alors, on va commencer par qui? Franck, comment ça va? C'est quoi ton actualité? Ça va, écoute, plein de choses. Je ne sais pas si je peux en parler, mais disons que je viens de signer notre 5e salarié, voilà. Donc très content. C'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est une bonne nouvelle, belle actualité. Alors après, il fait du Power BI, j'espère. Il fait du Power BI, il fait que du Power BI et du SQL. Ouais. Ah super. Merci Franck. Et avec lui, son fidèle compère marseillais, Joël. Joël, comment ça va? C'est quoi ton actu? Ça va très bien, merci Jean-Pierre. Mon actu que j'ai en commun avec Franck, c'est ce que tu viens de présenter, le 22 avril. Donc on présente le prochain meet-up du Club Power BI avec un sujet sur les pipelines de déploiement. On ne l'avait jamais traité dans un dossier complet, donc soyez au rendez-vous, c'est le 22 avril. Sinon, mes autres actus habituelles, c'est mon actu un petit peu de tous les jours. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est peut-être un secret pour personne. Mais quand il y a un upload de vidéo du club, c'est moi qui appuie sur le bouton et c'est moi qui fais l'upload. Donc, si un jour vous avez des retards sur la mise à dispo sur la chaîne YouTube d'une vidéo du club, ce sera de ma faute. T'aurais pas dû le dire, t'aurais dû dire que c'était la faute à Guillaume ou à Franck. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, je sais, mais non, mais j'assume. Soit, sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec, comme d'habitude, la première séquence, la grosse news. Merci la régie, c'est top. On va y arriver d'ici la fin de l'année à faire une super émission. Alors, aujourd'hui, la grosse news, alors je ne sais pas qui veut traiter, peut-être Joël. Toi, dans l'actualité j'allais dire du Club Power BI, lapsus. Dans l'actualité de Power BI, dans tout ce qui est sorti là au mois de mars, pour toi, c'est quoi
la fonctionnalité ou la nouveauté qui a un impact pour nous tous en tant qu'utilisateurs de Power BI. Alors, dans les nouveautés du mois de mars, moi, la grosse news pour moi, c'est le Error Bars. Donc, c'est une grosse nouveauté parce que ça n'existait pas jusqu'à présent. Je peux peut-être représenter très rapidement et faire juste une petite démo, pas une démo, mais juste présenter. Je vais partager mon écran pour qu'on sache ce que sont les Error Bars. Les Error Bars, c'est l'apparition donc de ces bornes que vous voyez en haut et en bas de chacun des points, et qui représentent une sorte de marge d'erreur, du moins un delta que vous voyez par rapport à des points qui seraient des points, une représentation d'une moyenne par exemple. Alors concrètement, je me suis posé la question de savoir dans quel cas les utiliser. J'ai vu quelques cas d'usage, notamment si vous avez des statistiques ou si vous avez un échantillon d'un relevé quelconque ou un sondage qui donne un certain nombre de valeurs. Donc, vous voulez donner une valeur moyenne, on est en pleine période de sondage. Donc, vous allez définir une valeur moyenne et puis vous allez, selon un calcul, définir une marge d'erreur. Donc, ces error bars vont permettre de définir cette marge d'erreur et de la représenter, comme je le montre là, soit sous la forme de petits traits, soit, si je change rapidement, sous la forme, hop, je vais les sélectionner, sous la forme ici, barre d'erreur. Donc on peut afficher sous la forme de ligne ou alors définir une zone particulière ou changer les marqueurs. Joël, Ouais. c'est Lille, il n'y a jamais d'erreur à Lille, parce que je ne suis pas dans le tableau. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Alors, il n'y a jamais d'erreur à ligne parce que j'ai réduit l'échantillon, bien entendu. Bien entendu. Non, mais Ce pas d'outlier, en fait. Ce sont des données bouchons, bien entendu. La particularité de cette error bars, quand même, c'est que donc pour l'instant, c'est limité à un seul visuel. Donc, ce visuel-là, hein, les graphiques en courbe, c'est disponible. Alors, c'est en preview, donc c'est disponible uniquement si vous avez activé deux trucs. Bon, effectivement, si vous avez activé en préversion les barres d'erreur, bien entendu. Mais même si vous avez activé ces barres d'erreur, il vous faut aussi activer le fameux et le nouveau volet de format dont on parle depuis plusieurs émissions et depuis plusieurs clubs Power BI. Sans ce volet de format, vous n'aurez pas l'erreur bars. Maintenant, autre particularité de l'erreur bars, et c'est là où je trouve que c'est une grosse annonce, mais il manque un petit truc, c'est que pour l'instant, ces valeurs minimales et maximales, il faut absolument les avoir dans votre modèle de données. Donc, c'est vous qui fixez la règle de calcul de l'erreur bar max et de l'erreur bar min. Donc, c'est une particularité quand même de ces erreurs bars. Hop. Donc, sur cette fonctionnalité, alors déjà, je vois bien, c'est vraiment dans là où on mettait les centiles, les mines, les max, etc., qu'on a cette fonctionnalité-là. Par contre, moi, je suis assez étonné du nom qu'ils ont choisi pour cette fonctionnalité, parce qu'en fait, tu as parlé de marge d'erreur, donc on peut comprendre en effet qu'on a un intervalle de confiance qu'on peut avoir, mais en fait, moi, je vois presque ça pour visualiser des dispersions, des écarts types, des choses comme ça. C'est tout à fait ça. Et pour le coup, c'est confusant parce qu'on a un outil statistique qui s'appelle Error Bar. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, j'ai mené l'enquête. J'ai mené l'enquête parce que ce nom me paraissait bizarre aussi. Et je suis tombé sur la page Wikipédia des error bars. Donc, cette notion de barre d'erreur existe déjà dans des graphes. C'est effectivement mal appelé, du moins en français, parce que ce n'est pas une barre d'erreur, mais c'est plutôt effectivement des écarts types, la plupart du temps, selon la formule de calcul. Cela dit, selon le graphique dans lequel tu les appliques, les error bars auront leur sens ou pas. C'est-à-dire, je trouve que dans ces graphiques-là, elles n'ont pas vraiment de sens et elles sont un petit peu difficiles à comprendre. Par contre, quand ça va arriver sur des graphiques tels que les histogrammes groupés ou les graphiques en barres, là, ça aura du sens puisque tu verras des barres séparées avec une marge, donc un écart type.
Parce que pour l'instant, sur ce graphique-là, ils ont même mis la possibilité, je le montre rapidement, si on a plusieurs échantillons, par exemple plusieurs sondages avec plusieurs valeurs, et qu'on met donc une légende, on va avoir plusieurs graphes qui peuvent se superposer. Alors, ils ont bien fait les choses chez Power BI, c'est-à-dire que l'infobulle suit la superposition ou la quasi-superposition. Et donc, si deux lignes se rapprochent, on va avoir les erreurs bars et les valeurs pour une ligne et pour l'autre. Néanmoins, ça reste quelque chose qui va être très, très contraint par le type de données qu'on va afficher. Donc, en résumé, je suis pour les erreurs bars, mais pour l'instant, dans ce visuel-là, il faut vraiment se poser la question de savoir si on veut vraiment afficher ce genre de données par rapport aux données qu'on a. D'accord. Donc, grosse news parce que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. C'est pas une amélioration. On est sur un nouvel élément. Et comme les mois précédents, en fait, à chaque fois, on a une nouveauté, mais vous restez un peu sur votre faim. Enfin, je parle pour toi, Joël, mais peut-être que toi, Franck, tu as un commentaire à faire sur ça. À part le nom que je trouve, ouais, comme tu dis, hein, confusant. Non, pas plus. Ouais, ça sert à mesurer les écarts types pour moi. Ouais, l'écart que tu as autour d'une valeur dans une série statistique, quoi. Je vais me permettre de faire le casse-pied, hein, Jean-Pierre, là-dessus, parce que j'ai une autre lecture, moi, du bazar, en fait. D'un point de vue purement, je dirais, pilotage, contrôle du son, comme vous voulez, c'est dans quelle zone de confort je vais être à plus ou moins 5%, est-ce que c'est acceptable ou pas? C'est pas vraiment une erreur, c'est dans quelle zone je peux pouvoir sortir ou accepter une différence par rapport à un budget. Oui, c'est ce que je dis, l'intervalle de confiance sur du forecasting, par exemple. Pour le coup, oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Exactement. Mais le mot erreur est un peu dommage. Et c'est d'ailleurs sous ce nom-là que ça existe déjà dans Excel. J'ai trouvé ça, la fonctionnalité existe déjà dans un graphe Excel. Donc. Cherche pas, c'est ça. Ils ont pas voulu froisser la communauté verte des Excelistes ou des Excelois, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé les mains. Non, mais en effet, si même dans Wikipédia, on peut comprendre le nom. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu confusant. Mais bien, un vrai outil pour statisticiens. Là, pour le coup, on va peut-être pouvoir se passer de R, des visuels R directement dans Power BI. À voir. Par contre, tu citais un point sur la modélisation des données. Est-ce que tu as pu réfléchir un petit peu à quel niveau de complexité ça pouvait amener aux utilisateurs? Parce que est-ce que je dois avoir 3 jeux de données avec mes éléments? Est-ce que je dois avoir 3 valeurs? Est-ce qu'il faut que je fasse du DAX? L'exemple qui est ouais, il faut faire du DAX. L'exemple qui est donné par l'équipe Power BI, c'est un exemple dans lequel ils ont 3 valeurs. Donc pour chaque point, ils ont la valeur min, max et la valeur intermédiaire. Il est évident que si tu vas calculer un intervalle de confiance, tu vas appliquer une formule. Typiquement, si c'est un écart type, c'est ce que j'ai mis là. Si c'est un écart type, tu vas appliquer une formule. Tu vas mettre une mesure DAX une bonne fois pour toutes et tu vas l'appliquer à chacun des points. Et donc, ta mesure sera recalculée sur chacun des points. Et je pense que c'est intuitivement la meilleure façon de faire en l'état, la meilleure interprétation que j'ai en tout cas, pour appliquer cette fonctionnalité-là. Ok, alors c'est noté. Alors, c'est pour toi la grosse news. D'aucuns pourraient rester sur leur faim. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et ce qui finalement fait qu'il y a un impact, c'est qu'on a quelque chose qui est nouveau, qui arrive. Et donc, finalement, les visuels évoluent d'année en année. Et là, finalement, ils arrivent aussi en rajoutant ce type d'éléments. Franck, toi, tu as une news que tu souhaiterais partager, en particulier qui ponctue ton quotidien, peut-être? Oui, qui va nous rendre service. C'est la possibilité de créer des profils dans les comptes de service quand on fait du Power BI embarqué. Ok, donc on change totalement de registre sur la data vis. Ouais. Là, on va être là, on est dans n'est plus dans la vis, on est dans le back-end, on est dans la plomberie. Quand on fait du Power BI embarqué, on peut se retrouver dans des cas d'usage où, par exemple, sur des plateformes SaaS qui embarquent des tableaux de bord pour de nombreux clients, on était jusqu'à présent obligé d'utiliser un seul compte de service pour tous les tableaux de bord embarqués, ce qui pouvait devenir compliqué. Il y a des problèmes de capacité au bout d'un certain nombre d'espaces de travail, etc. Et donc là, Microsoft a sorti une fonctionnalité qui permet de créer avec le compte de service, le Service Principal, de créer avec ce compte de service des profils
qui deviennent en fait des espèces de sous-comptes de service. Et donc, on peut attribuer un profil, par exemple, à un client, et ce qui crée un espace de travail dans lequel on va partager le rapport, le jeu de données, etc. Donc, du coup, on explose complètement les limites qu'on pouvait avoir avant, puisque on est quasiment plus limité en nombre d'espaces de travail parce que grâce à ces profils. Et puis en même temps, on sécurise les données parce que une des craintes, même si elle était pas très très fondée, c'était que comme on n'est qu'un seul compte de service, et bien finalement ce compte de service, il était piraté, on va dire, pouvait accéder à toutes les données de tous les clients. Ben là, en l'occurrence, on fait sauter ce niveau et on redescend à un niveau en dessous. Le profil a son jeton d'authentification, donc il est, on va dire, le risque est limité à l'espace de travail auquel il est affecté. Donc c'est une grosse avancée, c'est vraiment impressionnant. Pour le mettre en œuvre, alors vous pourrez chercher dans les interfaces, ça n'y est pas, ça se met en œuvre via API. Pour faire une API, donc il y a maintenant une API qui s'appelle Profil dans les API Power BI qui permet de créer ces profils et ensuite de les gérer. Et la bonne pratique, donc pour aller juste après, c'est qu'une fois qu'on a créé les profils, eh bien, on supprime de l'espace de travail on supprime l'accès au compte de service de l'espace de travail, comme ça on est vraiment très isolé, quoi. Et puis l'autre bonne nouvelle, du coup, c'est que cette fonctionnalité-là est développée en ce moment dans le Power BI Dev Camp. Donc je vais mettre l'URL dans le chat. Ça démarrait à 12h, donc ils ont peut-être pas encore tout à fait fini. Ah non, ça démarre à 2h, donc dans 1h10. Vous avez encore le temps d'y aller, vous voyez. Si vous voulez en savoir plus sur comment monter à l'échelle dans de l'embarquement, eh ben, allez-y. Surtout, profitez-en, quoi. Donc voilà, c'était mon actualité, moi. En effet, oui. Forcément, tu pouvais parler que d'Embedded. Enfin, ça aurait été dommage que tu zappes cette news-là. Juste pour finalement reformuler et le voir un petit peu différemment et puis vérifier si j'ai bien compris. L'idée, c'est qu'en fait, quand on est, parce que de ce que j'ai vu, c'est plutôt pour des clients ou donc souvent des ISV, donc des gens qui ont finalement beaucoup de partenaires ou beaucoup de clients avec des problématiques d'étanchéité entre les différentes personnes. Et là, finalement, on avait ce problème-là, soit on n'était pas à l'état de l'art de la sécurité, soit on avait beaucoup de gestion et beaucoup de management. Donc là, l'idée, c'est qu'ils ont un peu simplifié tout ça. Même si, comme tu dis, c'est simplifié d'un côté, mais il faut aller dans les API pour récupérer. Mais l'idée, c'est de pouvoir rester à l'état de l'art et de pouvoir bien gérer ces éléments-là. Exactement, puisqu'avant, c'était soit un compte de service pour tout le monde, soit un compte de service par client. Donc, c'était compliqué. Donc, vraiment, bravo. Donc, ça touche forcément moins de monde, cette nouveauté. Mais par contre, pour ceux qui sont concernés, c'est la révolution, si je comprends bien. Oui, c'est ça, complètement. Ça va changer leur vie, vraiment. Et je sens que ça commence à changer la tienne, non? Ah bah écoute, moi j'ai un client qui a 50 clients, lui. Donc oui, il va être content là. Quand je vais lui annoncer la nouvelle, je vais dire allez, maintenant on met ça en place. Il va avoir un grand sourire, je pense. Bon, super. Bon, comme quoi, il y a des nouveautés qui arrivent partout et on a souvent reproché que le rythme était peut-être un petit peu lent ou qu'on ne voyait pas où aller Power BI. Mais en fait, non, il y a bien du travail qui est fait à tous les étages pour avancer. Et autre chose, il faut activer la fonctionnalité dans le service Power BI, j'ai oublié de le dire. Donc il y a 3 manips à faire. On active la fonctionnalité dans le service et puis après on crée les profils et on gère comme ça. Voilà. Mais en général, c'est bien expliqué dans la doc. Oui, dans la doc, ouais, tout à fait. C'est souvent le cas. Autre news, on a quelques figures imposées. Là, l'idée serait de parler du visuel du mois. Je ne sais pas, Joël, toi, tu as repéré un petit visuel. Là, on avait découvert le mois dernier avec Dimitri un visuel sympa, plutôt orienté contrôle de gestion. Est-ce que tu as repéré un truc qui serait intéressant de partager à l'ensemble de la communauté ce mois-ci? Ouais, alors je suis partagé parce que j'ai à la fois un visuel en tant que visuel du mois, même s'il est pas tout nouveau, mais il vient de passer en certifié. Et j'ai un autre visuel, mais qui est un visuel que je garde un petit peu pour mon coup de gueule. Donc je pense que je vais proposer comme visuel du mois un visuel que certains connaissent déjà, Charticulator. Ça peut paraître surprenant parce que c'est un visuel qui est assez ancien, mais c'est un visuel qui vient d'être certifié. Et la particularité de ce visuel, je le montre très rapidement. Hop.
Oui, chez Articulator, moi je vois beaucoup de gens dans la communauté, enfin sur Twitter par exemple, qui utilisent ou qui font des choses, mais il a l'air bien compliqué. C'est Content que tu nous en alors, parles. il y a comment dire, la prise en main n'est pas évidente. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est relativement évident. Donc le visuel chez Articulator, là je montre le studio chez Articulator qui est accessible sur charticulator.com, mais en fait le visuel permet d'éditer directement son visuel custom, son propre visuel custom dans Power BI Desktop. Bon, la fenêtre est un petit peu petite, donc c'est une possibilité pour faire des modifications, mais c'est mieux de l'éditer directement dans charticulator.com. Donc là, j'ai toujours les mêmes données que j'ai prises tout à l'heure, et admettons que je veuille recréer un visuel style Do Not Chart, mais en reprenant les données que j'avais, le nombre de replays par exemple, qui sont sur notre chat YouTube ville par ville. Donc, à partir de mon jeu de données que j'ai fabriqué, je vais choisir ici, je vais sélectionner la forme de mon point de données. Donc, dans ce qu'on appelle un glyphe, j'ai des guides. Je peux rajouter des guides pour définir quelle est la forme. J'ai une preview ici. Et après, c'est assez facile. Je vais prendre mon axe que je veux être l'axe des Y, donc mes villes. Automatiquement, donc il va passer en mode horizontal. Je vais prendre ma taille, qui est le nombre de replays. Et donc, ça va définir la taille. Je vais prendre la couleur. Et donc, on va mettre un petit peu de couleur. Et on va dire que chaque ville a sa couleur. Je veux ajuster la taille entre les barres. Et donc, je l'ajuste ici directement. Et elle est automatiquement faite. Et là, si très rapidement, je veux quelque chose qui ressemble à un Do Not Chart où les barres vont faire le tour, je choisis ce qu'on appelle un scaffold, c'est-à-dire en quelque sorte le guide de mon Do Not Chart. J'ai un début et une fin de mon Do Not Chart et il ne me reste plus qu'à définir que je veux faire un ordre par le nombre de replays et faire un ordre reverse. Et donc, j'ai mon visuel prêt à être exporté et réutilisé dans Power BI Desktop. Donc effectivement, à la première prise en main, ça prend un petit peu plus que les 30 secondes, 1 minute que j'ai mis là pour créer mon visuel. Bien entendu, je ne suis pas bloqué sur les données que j'ai mis là. Hein. Ce visuel, je peux le réutiliser avec des données numériques. Il y a des notions un petit peu plus complexes. On peut définir des liens, donc des espèces de relations, des traits qui vont d'une donnée à une autre. Donc on peut définir un point de départ, un point d'arrivée. Mais déjà, avec une prise en main relativement simple, on peut faire des choses relativement évoluées et ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc le fait que ça soit que le visuel devienne certifié m'intéressait. Maintenant, je me suis posé une question parce que je me disais, puisque le visuel est certifié, c'est bien, mes clients vont pouvoir l'utiliser. Mais je me pose la question, je ne sais pas si les visuels qui sont créés à partir du visuel Articulator sont considérés comme certifiés eux-mêmes. C'est donc en fait, effectivement, la certification garantit que les bonnes pratiques ont été appliquées et qu'il n'y a pas de fuite de données en particulier. Donc pour la fuite de données, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas mettre de la fuite de données là où Articulator garantit qu'il n'y en a pas. Mais après, je ne sais pas si le visuel qu'on construit répond à toutes les règles de certification de Microsoft. Oui, mais en fait, ça concernerait si jamais je voudrais revendre ou exporter ce visuel, mais là, l'idée de Charticulator, c'est que je crée des choses pour moi. On est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Moi, je pense plutôt à des choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit des choses qui rentrent dans les règles de certification. Mais je pense plus à des bonnes pratiques de développement ou de construction du visuel qui garantiraient, par exemple, que le visuel qu'on construit a une compatibilité ascendante avec les futures fonctionnalités du Power BI Desktop. Et je pense que ça rentre en ligne de compte de la certification des visuels. Donc ça, je ne sais pas si c'est garanti ou pas. Ok. Franck? Oui, tout simplement, tu vois le cas d'usage de l'embarqué, si ton visuel n'est pas certifié, il ne montera pas dans ton rapport. Exactement. Donc, ouais. Tu crées un joli visuel pour tes clients, mais tu ne pourras pas l'exploiter. Un élément de réponse, Joël, de ma part, c'est qu'il y a plein de visuels qui permettent de faire, à partir d'un visuel, des visuels, c'est ce qu'on est en train de faire,
Ouais. Ces visuels qui sont certifiés de bout en bout. La chaîne, qu'on mette un carré, un rectangle, un rond ou un triangle en bleu ou en jaune, a priori, répondent aux exigences de certification de Power BI. Donc, j'ai envie de D'accord. dire, a priori, parce qu'il y en a 3 qui existent, que je connais, enfin, que j'utilise au quotidien, Mhm. qui passent par des custom vis sur mesure et qui, a priori, répondent à ce besoin. Donc, je ne parle pas au nom de l'éditeur, mais je pense que oui. Ouais, ça sera validé parce que c'est vrai que c'est un point important pour tous nos clients qui ont besoin, enfin qui régulièrement vont piocher dans la liste des visuels custom, mais qui sont embêtés par le fait, enfin embêtés, qui effectivement, moi je suppose comme vous, je pousse mes clients à se tourner vers des visuels certifiés, c'est quand même une grande garantie. Mais du coup, là, on a un visuel effectivement qui offre une certaine richesse et une certaine souplesse d'utilisation. Et si, comme on le pense, ça garantit en fait les visuels qu'on construit à partir de ce visuel-là, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour ça que je l'ai mis en visuel du mois. La Ok. question reste ouverte et j'ai cru voir passer des gens de chez Microsoft dans le chat. Donc, Ah, s'ils ont la réponse, je veux bien qu'ils la mettent dans le chat. Il y a quand même deux questions, Joël, et puis après, parce que moi, je t'ai aiguisé ma curiosité avec la polémique sur les visuels, on va vite passer après, mais il y a deux questions avant. Une question de Bertrand pour savoir si ça supporte les drill through. Tu c'est mets une deux très bonne niveaux là, question. vierge et jaune. Je ne l'ai pas essayé. Et comme j'ai un nombre d'éléments qui sont assez. Enfin, un jeu de données qui est assez limité, j'avais pas prévu 2 niveaux de catégorie, mais Donc, j'essaierai Joker, une fois Bertrand. ouais, Joker, mais Bertrand, je te répondrai, j'essaierai après l'émission et je te répondrai directement. Ouais. Et la deuxième question, c'est pour démarrer sur Charticulator, est-ce qu'il y a un site, une formation, quelque chose, à ta connaissance, bien évidemment, puisque tu n'es pas Alors, le spécialiste Charticulator, hein, je ne veux pas te piéger, ouais, Joël. non, mais tout à fait. Charticulator.com, vous avez Getting Started, vous avez toute l'explication, donc le tutoriel que j'ai suivi pour m'y retrouver. Alors c'est vrai, comme tu le disais, Jean-Pierre, si on prend le studio Charticulator et qu'on commence à jouer avec, on ne comprend pas trop. Au début, c'est assez évident, puis après, c'est pas hyper intuitif. Mais avec ce guide-là, c'est très bien. Il y a une galerie de graphes créés avec Charticulator qui est assez impressionnante, je trouve. Voilà, ne serait-ce que des graphes aussi simples qu'une pyramide des âges, par Usage, ouais. exemple. Voilà, ça peut être intéressant. Et il y a des templates donc, qu'on peut directement télécharger. Et on peut télécharger également le jeu de données. Donc charticulator.com, c'est comme l'a mis Franck dans le chat, c'est le point de départ. Super, super. Ben, merci, Joël, pour cette découverte de ce visuel qui existe depuis un moment, mais qui passe en certifié maintenant. Alors, tu as éveillé la curiosité. Tu sais qu'on a toujours une séquence, la polémique, donc j'ai entendu le mot coup de gueule, donc c'est peut-être le moment pour cette séquence. Alors, on en a Et voilà. plusieurs parce que, enfin, on a peut-être 2 points, mais à la rigueur, démarre, Joël, tu t'en as trop dit. Hein Parce que tu Je nous vais les... disais qu'il y avait donc ce visuel que tu souhaitais partager et montrer les nouveautés qu'il y avait autour du articulateur, mais tu dis il y en a un autre, mais ça m'énerve, je suis pas content. Non, bah, Alors qu'est-ce qui se ça va être passe? vite fait. Là aussi, je repartage et après, je laisserai la parole à Franck. Ça va être vite fait. Alors, ce visuel, j'étais content d'apprendre qu'il y avait un petit peu des nouveautés. C'est le visuel Azure Maps. Effectivement, ils ont annoncé donc ce mois-ci que le visuel Azure Maps permettait enfin, je dirais, de mettre à la place d'une latitude et d'une longitude, de mettre un emplacement, donc une ville par exemple. Donc, je vous ai mis à gauche Bing Maps, à droite Azure Maps, et vous voyez l'évolution du truc. Donc, on peut enfin faire ce qu'on faisait jusqu'à présent avec Bing Maps. On peut le faire avec Azure Maps, mais je ne vais pas trop râler parce que c'est quand même une évolution donc, dans le bon sens, donc c'est très bien. Et ils ont annoncé dans le même temps qu'on pouvait enfin mettre des pie charts, donc mettre une légende ici et donc avoir sur les points des pie charts. Alors, on mettra de côté le fait que mettre des pie charts sur des maps, il faut vraiment avoir les données qui vont bien parce que sinon, c'est pas forcément joli. Donc, j'ai voulu tester
cette fonctionnalité-là. Donc, je vous montre sur Bing Maps, si je mets mon échantillon en légende, j'ai cette représentation qu'on peut qualifier d'assez moche, mais où on voit quand même la taille correspondant au nombre de valeurs de mon échantillon, au résultat de mon échantillon. Et ici, si je fais la même chose avec Azure Maps, voilà, si je mets en légende, j'ai ceci. J'ai ceci. Alors, pour les moins myopes, vous pouvez voir ici des points. Alors, je peux effectivement ajuster la taille du point avec mes paramètres, mais on est d'accord que ce point n'est pas proportionnel aux valeurs que j'ai dans ma partie taille. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on met une légende, la taille, elle ne sert plus à rien. Donc, je trouve qu'il y a encore une grande marge de progression sur ce visuel. J'y crois beaucoup à ce visuel, mais pour l'instant, je ne le mets pas beaucoup chez mes clients parce qu'il est assez décevant. Bon, ok, bon, ça ressemble à un bug, hein. On s'imagine que ça va être. J'espère, ouais, j'espère. Voilà, que c'est un bug, mais c'est vrai que c'est rageant de se dire qu'on passe sur un nouveau visuel pour gérer la carto qui est censé être mieux et il n'arrive pas encore au bon niveau. Mais moi, je fais une remarque, moi, il y a une erreur sur ton graphe quand même. De quoi? Ah, c'est Paris qui est trop petit? Non, tout le monde sait que les camemberts, c'est en Normandie. Hein. Tout à fait. Allez, Franck, est-ce que toi, il y a un truc qui t'a fait rager ce mois-ci? Ah oui, ce mois-ci, puis depuis plusieurs mois même, ça doit faire peut-être pas un an, mais je ne sais pas. Hein, mais figurez-vous, vous avez dû vous en apercevoir, mais les raccourcis du ruban Office de Power BI ont disparu. Il n'y en a plus. Vous faites Alt, vous pouvez faire Alt un moment, hein, et les petites lettres ne s'affichent plus. Donc quand on a l'habitude de travailler au clavier et d'aller vite comme ça, Alt, machin, bidule pour faire ouvrir les. Dans Power Query, ça marche par contre, hein, mais dans Power BI, ça ne marche plus. Donc là, c'est un vrai coup de gueule, quoi. C'est vous croyez qu'on a que ça à faire d'aller cliquer les machins, les bidules? Non, rendez-nous nos raccourcis clavier, quoi. Alors, c'est le club de libération de la souris. Voilà, quoi. Ouais, je sens bien que c'est. Il y a toute une frustration là, depuis des mois sur ce bug. Après, tu sais que Microsoft suit beaucoup la télémétrie. Ça se trouve, ils se sont aperçus que tu étais le seul. Et ils se sont dit, c'est qui ce gars-là du côté de Marseille qui utilise des raccourcis clavier pour le coup. Ce serait intéressant dans le chat si vous voulez mettre nous dire si vous utilisez les raccourcis clavier aussi pour le coup. Bon alors, les raccourcis clavier avec un bug aussi sur les visuels. Et finalement, les polémiques qu'on a eues les mois précédents sont aussi sur des bugs. Alors finalement, c'est aussi normal, hein, il faut râler un petit peu quand ça marche pas. Mais voilà, donc c'est quand même rassurant de savoir que c'est des bugs, même si c'est toujours rageant, mais c'est rassurant parce que des bugs, ça se corrige pour le coup. Merci pour cette polémique. Je propose, parce que quelque chose me dit qu'il y a quelques news là qui vont arriver, on a notre revue de presse avec notre reporter du net. C'est à toi. Qu'as-tu trouvé dans l'actualité autour de Power BI sur Internet? Eh bien, rien. Waf waf. Non, absolument rien. Non, je rigole bien évidemment. Énormément de choses. Je ne vais pas vous l'apprendre. L'une des qui sort traditionnellement au mois de mars, et je vais tout de suite partager mon écran, c'est effectivement. Alors je vais virer ma petite photo parce qu'au final, elle n'est pas très intéressante là sur tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est. Oh, pardon, j'ai débougé ma souris qu'il ne fallait pas. Tu devrais te remplacer et mettre ta photo à la place de Kim. Pour le coup. Ouais, je vais faire ça. Je vais me mettre. Et tu fais un joli screenshot. Ici, voilà. Mais arrêtons de faire des bêtes. Dans le principe, vous le savez tous, il y a le Gartner, le Magic Quadrant qui sort traditionnellement en début d'année. Bien évidemment, et c'est pas qu'une surprise, mais Power BI a bien évidemment été reconnu dans ce sondage, on va dire ça comme ça, cette étude plutôt. Mais c'est quoi le Gartner au final? Alors je voulais juste en faire une minute parce qu'on est très en retard, Jean-Pierre, tu as bien fait de le préciser. On parle tous du Gartner, etc. Mais au final, comment ça fonctionne? Alors, ils vont essayer de le mesurer sur 12 grands points. Je ne vais pas vous les citer. Je vous mettrai les liens si vous voulez dans le chat. Mais ça passe par la gouvernance, par la sécurité, par les vises, par le langage naturel, le Q&A, la data storytelling. Tout ça, ils vont le mesurer. Un paquet de consultants vont aller vers tout ça. Ils vont nous faire des petits scorings. Et donc, effectivement, Power BI, pour une fois de plus, alors on a eu une petite discussion 4 ans d'affilée sur la BI, mais depuis 15 ans, Microsoft, etc., Jean-Pierre, mais effectivement, renommé cette année encore une fois. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est savoir un petit peu comment ça se lie
un Gartner. Donc je vais vous mettre ces 2 liens dans le chat juste après, qui vous, pour ceux qui sont puristes, c'est une bonne matrice, la bonne matrice BCG, qui n'est pas un vaccin bien évidemment, mais que Boston Consulting Group, avec ce qu'on appelle en français les vaches à lait, les stars, etc. Je vous laisserai le lire, hyper intéressant comme article. C'est bien de dire qu'on connaît le Gartner, mais encore faut-il le lire et savoir comment il le mesure. Donc 2 grands articles qui sont sortis, que je vous donnerai tout à l'heure dans le chat. Et puis, Marco Russo, on l'avait invité ce soir, il n'a pas pu venir, mais c'est pas grave. Et donc, petite, forcément, dédicace, il y a 2 jours, c'est sorti, c'est tout frais, tout frais, tout frais. Il y a déjà eu 2 versions d'ailleurs. Bien évidemment, ça reste l'outil Bravo. Bravo, et bravo à eux d'ailleurs pour ça, de Power BI. Alors, est-ce que c'est un chien, un lama, un lapin de profil, le Go? J'en sais strictement rien. Des gros débats dans le chat d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est un chien ou un lama? Ah, ça, je ne peux pas vous le Non, dire. c'est un chien. En tout cas, à quoi sert cet outil? Cet outil, en fait, il est un espèce de simplificateur des 2 outils qu'on peut connaître, Tabular Editor, DAX Studio, etc. Et d'ailleurs, il le précise bien, hein. C'est un outil qui va permettre à des utilisateurs un peu moins, je dirais, à l'aise dans les outils un peu techniques de le faire. À quoi ça ressemble globalement? Ça va ressembler à ce genre d'interface. Eh bien, c'est assez simple. Ça va permettre rapidement de connaître la volumétrie d'un jeu de données. Quel champ est le plus important, quel champ est le plus chronophage en termes de ressources, etc. C'est aussi un outil très simple où on va pouvoir, par exemple, dans des mesures bêtes, ils vont vous proposer du formatage. On va pouvoir aussi faire de management de date. Alors j'ai un petit souci de mon jeu de mots, c'est pas très grave. On va pouvoir gérer des tables de table intelligence. Ils vont vous accompagner dans, par exemple, les vacances. Quand on est en France, ils vont vous faire un petit calendrier en DAX. Ils vont permettre de le générer, des choses comme ça très simplement. Ça va permettre un truc très bête aussi, mais on n'y pense pas souvent, c'est aussi d'exporter nos datas. Alors on peut le faire avec plein d'outils, mais là, un bon vieux CSV et un bon vieux fichier Excel, rapidement sur une table, eh bien, on va pouvoir tout simplement l'exporter en 2 clics. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà le tour du net qui m'ont semblé aujourd'hui être le plus intéressant sur le mois de mars en version condensée. Et je dirais effectivement, Joël, enfin qu'on peut exporter facilement. Donc, merci à eux 2 et bravo à Microsoft pour le Gartner. Et évidemment, je te relaisse la main, Jean-Pierre. Voilà un petit peu l'idée, c'est moi, j'ai plein de questions et puis je pense qu'il y a de quoi parler avec, avec Bravo.bi, hormis de savoir si c'est un chien, un lama, un écureuil ou je ne sais quoi. Belle surprise que nous propose SQL BI. Très important, c'est gratuit et open source. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que bien évidemment, au Club Power BI, l'idée, ce n'est pas forcément de promouvoir tel ou tel partenaire. Mais là, voilà, on a quelque chose, c'est un beau cadeau à la communauté. On a un bel outil. Il a l'air, j'ai pu jouer aussi un peu avec, c'est très joli, c'est propre, c'est moderne. Donc, on est bien. Et donc, ce n'est que finalement une agrégation d'outils qui existaient déjà. Joël, Franck, vous avez forcément un décryptage, un avis, déjà, est-ce que vous avez eu le temps de l'ouvrir, de le tester, de brancher un modèle dessus ou pas? Moi pas, je vais vite répondre, moi non, pas pour l'instant. Moi et toi, Joël? J'ai fait joujou avec des modèles relativement simples dessus. Donc effectivement, comme le disait Guillaume, c'est un outil très très simple d'utilisation. Et ça, c'est très très bien. Donc c'est clairement pas Tabular Editor, même si Tabular Editor est extrêmement puissant. Donc c'est vraiment simple de prise en main. J'ai juste une petite interrogation, mais là je pense aussi que c'est peut-être une erreur de jeunesse de l'outil. Sur un modèle relativement simple, il met donc sur la partie analyse du modèle, il met le nombre de les colonnes qui ne sont pas référencées et il me les met sur des colonnes qui sont très visibles et utilisées dans le rapport. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a... Attention, non, une petite précision là-dessus, j'ai bien lu la doc, c'est pas parce qu'il est pas utilisé dans un visuel, c'est parce qu'il n'est pas utilisé dans une mesure. Une mesure d'axe, d'accord. Voilà. Donc, et c'est très important parce que moi, je me suis fait avoir, je dis, il nous propose en plus de dire, allez, vas-y, dégage la mesure, ça peut alléger le modèle, mais s'il est utilisé pour l'instant dans cette V09, c'est même pas une V1, dans une V09, aujourd'hui, si on le pète, mais c'est pas parce qu'il n'est pas utilisé dans un visuel. Ça va très certainement arriver, j'imagine.
Voilà. Non, mais c'est très Certainement bien. arrivé. C'est Et très bien. juste une petite aparté, on va les citer quand même. J'ai oublié les gentils développeurs que vous connaissez peut-être maintenant vont faire un exercice de documentation, d'explication de l'outil. J'ai pas le lien sous la main, je l'ai pas retrouvé. Si vous Je crois que l'avez, c'est les le gars, 20 On avril. va le retrouver. c'est le 20 avril. Mais 20 de toute avril façon, il n'y a 2007. même pas besoin d'aller chez la communauté amie des gentils développeurs Data Platform. Il suffit juste d'aller à celui de Bruxelles qui va faire un dossier spécial sur les outils qui nous permettent. Alors, vous pouvez vous dire, ceux qui suivent le Club Power BI depuis longtemps, que ce sujet a été traité, mais en fait, il faut le mettre à jour. Vous voyez, on a un nouvel outil qui vient d'arriver. Donc, en effet, il va y avoir Bruxelles. Donc, je crois que c'est 25, non, 12 mai. 12 mai. Non, 25, non? Non, 12? 25? 25. On est sérieux, les mecs. Hein. Bref, Non, peu importe. on vous remettra le petit slide. On vous remettra le petit slide. Et puis sinon, vous allez sur le site Meetup. Hein, c'est aussi simple que ça. Et puis vous attendez qu'on vous le propose pour le coup. Donc bravo BI. Merci à nos amis italiens. Il nous reste quelques minutes avant qu'on Jean-Pierre, conclue. juste un tout petit point de précision, pardon, qui n'en est peut-être pas un, mais c'est un outil tierce, au même titre que vous allez retrouver dans Power BI, dans les outils tierces. Je vous le rappelle, c'est pas un outil qui est encore à côté, il est totalement intégré à Power BI maintenant. Voilà, c'est la petite anecdote que je voulais préciser. Ouais, ok. Merci, Guillaume. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière news? Je vois qu'il nous reste à peine 3 minutes pour le coup. Est-ce qu'il y a une news, Joël ou Franck, dont vous vouliez partager, qui vous semble intéressante ou importante pour la communauté Power BI? On commence par toi, Joël. Il y a une petite news, ouais. Alors, c'est pas forcément, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais ça intéresse. Je pense, si vous vous intéressez à Power BI, il y a eu un changement dans les certifications. Donc, la DA100, qui est la certification Power BI, devient PL300, mais aussi va arriver le 15 avril, très discrètement, une seconde certification qui s'appelle Azure Enterprise Data Analyst Associate. Donc, c'est le niveau de certification. Et dont la description est intéressante, puisqu'en fait, c'est enfin une certification Power BI avancée. Donc, dans cette certification-là, on va vous mesurer vos capacités en Power Query, à faire des fonctions, à gérer des paramètres, à faire du DAX avancé, à consommer des données à partir de Synapse Analytics, à mettre en place de la gouvernance et de l'administration de Power BI ou de données via Azure Purview. Donc, je trouve que c'est une certification globale, c'est un petit peu le chaînon manquant qui manquait aux certifications Power BI jusqu'à présent. Donc, DP, la référence, c'est la DP500 et on va commencer à en parler dans 15 jours. Ça marche, DP ou DL? ça marche. C'est une DP. Curieusement, la certif Power BI est DL300, PL300, et celle-ci, c'est une DP500, puisqu'elle inclut du Power BI Purview et Synapse. Alors, c'est peut-être donc en effet une news intéressante, et moi je le vois étant plutôt du côté consulting et société de prestation, on voit tout de suite l'intérêt pour nos équipes et pour la formation. Après, et ça pourrait être un sondage. Si dans le chat vous avez un avis, n'hésitez pas à le partager. Mais c'est vrai que on se dit, quand on est simple utilisateur de Power BI, bon, on connaît, aller jusqu'à une certification, aussi intéressante soit-elle sur l'ensemble des éléments, c'est vrai que c'est toujours difficile de pouvoir se projeter. Mais en tout cas, sachez pour tous, moi j'ai un avis comme quoi ça reste intéressant, ne serait-ce que pour la démarche, de se dire « Ah, il faut que je connaisse tout ça ». Donc surtout quand vous démarrez avec Power BI, moi je trouve ça bien quand on me dit « faut que je connaisse quoi », souvent les plans des certifs sont souvent très bien. On est censé être off time, mais je ne sais pas, Franck, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose? Oui, c'était le bon vieux temps de la 70, 778. Moi, oui, mais ça, c'est pas tout jeune, ça, c'est pas tout jeune. Pour le coup. Rappelons quand même, Power BI, à quelques années de vol au compteur, quand même. Donc, même si vous venez de rejoindre la communauté ou le produit, on a des éléments. Je propose de clore ce mois de nouveautés. J'avais vu une remarque dans le chat, et c'est vrai qu'avec le Power BI Release Plan, c'est censé être l'un des mois avec le plus de nouveautés. On est resté quand même sur notre fin. Pour le coup, il y a des choses sympas qu'on vous a partagées. J'ai regardé quand même si on n'est pas passé à côté d'un élément, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devaient sortir et qui ne sont pas encore disponibles, et qu'elles n'ont pas été mises à jour dans le Release Plan pour le coup. Donc, on verra bien. Le mois prochain,
Normalement, il me semble que c'est confirmé. On va faire un petit tour du côté du Grand Est avec le Club Power BI et les organisateurs du Club Power BI de Strasbourg, David et Philippe, qui j'espère que vous leur cédez votre place, messieurs, pour qu'ils puissent Bien décrypter volontiers. l'actualité du mois prochain. On vous dit merci à tous et on vous souhaite une très très bonne soirée et à mois prochain ou au meet-up qu'il y aura entre-temps. Bye bye. Ciao. Et Joël, bravo pour le raccord avec ta